Bonjour à tous. Cette fois, c'est une table ronde sur les Olympic eSport Games. Alors, on est vraiment au cœur de l'actualité, car hier matin, le CIO a publié un communiqué sur la fin du partenariat entre le CIO et l'Arabie Saoudite pour l'organisation des Olympic eSport Games à Riyad en 2027. Donc ça va nous permettre d'en parler un petit peu, mais de parler aussi plus globalement des JO et de la relation avec l'e-sport. Mais avant toute chose, je pense qu'on peut présenter nos intervenants. Nicolas, enseignant et chercheur. David Nechel, responsable affaires publiques chez EFG Group. Et Dina Morisset, je peux t'appeler comme ça? Oui, c'est très bien, ça me super. va. Je t'ai vu sur scène tout à l'heure, c'est assez impressionnant, je tiens à te le dire. Merci. Et championne olympique aussi sur Just Dance. Je suis championne des Olympic eSport Series, effectivement, sur Just Dance. Un point important. Si vous avez un mot à rajouter en termes de présentation, je vous laisse faire, sauf si c'était très clair. Super. On peut alors directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de la genèse de ces JO de l'e-sport? Je peux commencer très brièvement. L'intérêt du mouvement olympique pour l'e-sport, il débute en fait dès le début des années 2010, mais il se concrétise surtout en 2017 lorsque le mouvement olympique décide d'accueillir l'industrie sportive à Lausanne. Donc en 2018, donc les discussions démarrent en 2017 et ça se passe en 2018 à Lausanne. En gros, c'est 150 acteurs du mouvement olympique, donc fédération, comités nationaux olympiques, broadcast partners et ainsi de suite, qui se réunissent avec 150 personnes de l'industrie de l'e-sport, des publishers, donc des éditeurs de jeux, des dirigeants d'équipe, des joueurs et des joueuses. Il y a une vraie volonté autour de cet événement de montrer ce que les uns et les autres savent faire, c'est-à-dire de présenter ce qu'est le mouvement olympique au monde de l'e-sport et que l'industrie sportive puisse présenter aussi ce qu'est l'e-sport au sein du mouvement olympique. Et de ce premier temps d'échange vont être créés des groupes de travail qui vont réunir différents acteurs issus de ces deux mondes, qui vont là aussi apprendre à se connaître, avec une stratégie qui va être déployée dans la stratégie Agenda 2020+5 du mouvement olympique autour de la recommandation 9 qui vise principalement à favoriser le développement d'activités qui s'appuient notamment sur les versions virtuelles et électroniques des sports réels existants, donc dans un premier temps ce que le mouvement olympique a appelé les sports virtuels. Et il y a eu pendant le Covid une accélération avec la mise en place des Olympic Virtual Series qui se sont tenues en ligne sur 5 disciplines sportives virtuelles, donc notamment l'aviron, le vélo, les sports automobiles, le cyclisme, et j'en oublie une, mais c'est pas bien grave, et ainsi de suite. Et puis ça c'était le sailing, exactement, la voile. Merci David. Et ça s'est concrétisé ensuite par un événement physique qui s'est tenu en 2023 auquel Dina a participé et a remporté même le tournoi. Donc autour de 10 tournois, cette fois-ci sur des sports virtuels, mais aussi des jeux vidéo qui n'étaient pas en lien avec le sport, qui étaient en démonstration, notamment du Street Fighter, du Rocket League, entre autres. Mais il y avait aussi des sports virtuels, dont la danse, en l'occurrence, avec des modèles très différents de qualification ou pas, d'invitation. C'était une première, on va dire, expérimentation et qui a abouti à la suite de cet événement qui a été une réussite, en tout cas selon le mouvement olympique, à la décision de créer des Olympic eSports Games, donc ce qui est le plus haut niveau de reconnaissance institutionnelle au sein du mouvement olympique. Les Games, vraiment, on ne peut pas faire plus haut, en marge des Jeux olympiques classiques, j'ai envie de dire, sur des temps qui sont intercalés entre les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver, et qui devait jusqu'à ce matin être fait en partenariat avec l'Arabie Saoudite, en tout cas le Comité national olympique et paralympique saoudien. Et depuis ce matin, on a appris qu'il y avait la volonté de travailler chacun de son côté. L'Arabie Saoudite a déjà développé énormément de compétitions, d'initiatives et sur toutes les verticales de l'e-sport, que ce soit les équipes, les organisateurs d'événements, le broadcast, les éditeurs et ainsi de suite. Et le mouvement olympique va continuer de son côté. On ne sait pas encore, on a peu d'informations, mais c'est ce dont on pourra discuter. Voilà un petit peu la genèse. J'ai essayé d'être rapide et de retracer tout ça. C'était très clair, merci beaucoup. Mais selon vous, quelles sont les raisons derrière l'arrêt de cette collaboration entre le CIO et l'Arabie Saoudite pour l'organisation des Olympic eSport Games? C'en est même fini au final? Tu dis qu'il y a une possibilité que ça continue, mais est-ce qu'elle est réelle?
juste ce que je disais, c'est que les Olympic Esports Games, c'est toujours dans la boîte. Ça veut dire que le mouvement olympique, le CIO a toujours la volonté d'organiser cet événement-là. Ce qui a été terminé, c'est la collaboration de l'Arabie Saoudite, enfin du Comité national olympique et paralympique saoudien, avec le CIO sur cet événement-là en particulier. Mais il y a toujours une volonté de créer des Olympic Esports Games. Et David, qui est, je sais pas, en tout cas, pourquoi ça, tu peux y répondre? Pourquoi est-ce qu'il y avait peut-être cette collaboration qui était envisagée à la base? Ça, toi qui travailles avec les deux acteurs, tu peux peut-être en parler. Oui, bah c'est... Effectivement, quand on a fait la table ronde, j'ai dit, oula, attention, on va parler des Olympic Esports Games. Peut-être qu'ils seront... de quoi on va parler? Ça va tourner dans le vide. Vous l'avez senti quand même. Hein. Mais bon, voilà, non, effectivement, on a eu toute l'histoire. Et l'histoire, elle a plusieurs perspectives. Il y a toujours les différentes perspectives. Mais moi, j'ai une anecdote par rapport à... Enfin, encore une fois, l'histoire... comment le mouvement olympique s'intéresse au fur et à mesure à l'e-sport. C'est en février 2018 à Pyeongchang où il y avait... donc c'est juste après que le CIO ait commencé son dialogue avec l'industrie, qui était assez drôle d'ailleurs au départ. Enfin, c'est Ralph qui était là-bas, mais c'était assez... Deux cultures différentes. Parce que Thomas Barr, qui est quand même un escrimeur à la base, demandait à des joueurs de Counter-Strike est-ce qu'ils ne pensaient pas que leur activité était violente. Et il me dit, mais vous, votre sport, c'est pas l'escrime. L'escrime, c'est quoi? Le but, c'est de tuer les autres avec une épée, à la base, hein, avant que ça devienne un sport. Est-ce que c'est pas également violent? Donc, en Corée, aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est la première fois qu'on avait, et à l'époque, c'était nous, monté avec Intel à l'époque et le CIO, un tournoi e-sport qui se passait proche de Jeux Olympiques. Et donc il y avait un Intel Extreme Master avec les anneaux olympiques, StarCraft, évidemment en Corée, StarCraft, sans public, mais dans un studio qu'on est monté dans un centre de mariage. Il y en a beaucoup en Corée. Voilà. Et ce qui était drôle, c'est que c'était vraiment 2 jours, enfin la veille de la cérémonie d'ouverture. Donc toutes les équipes toutes les délégations étaient là, toutes les équipes de presse étaient là dans les salles de presse, etc. Et comme ils n'avaient pas d'image, ils retransmettaient les matchs de StarCraft dans la salle de presse. Et on a vu défiler tous les comités olympiques de tous les pays, toutes les délégations, et on a fait le tour, comme ici, pendant des heures et des heures pour leur expliquer ce que c'était que l'e-sport et répondre à des questions un peu stupides. Qui étaient est-ce que c'est violent, est-ce que c'est sexiste, est-ce qu'il n'y a que des... Voilà, enfin bon, c'était un peu n'importe quoi. Ce qui était sympa, c'est que quand même, ce tournoi, il a été gagné par Scarlett, qui est une joueuse transgenre, face à un Coréen. Donc je vois pas, enfin c'est ce qu'on leur a expliqué, on leur a dit, vous savez, le jour où dans les Jeux Olympiques, il y aura dans la même discipline des femmes, des hommes, des transgenres qui pourront être en compétition les uns avec les autres, on en reparlera. Et donc c'était comme ça que, pour moi, c'est comme ça là, que ça a commencé les relations avec le CIO. Non, de l'autre côté, alors pour répondre à ta question, parce que je n'ai pas oublié la question, j'essaye pas de noyer le poisson, non. Alors, je parle pas au nom de l'Arabie Saoudite parce que je suis pas... Moi, je suis français, je suis pas saoudien, je fais partie de l'ISL Facile Group. Il se trouve qu'on organise pas mal de choses là-bas. Donc, on organise notamment... Enfin, on est un fournisseur de l'eSport World Cup, qui est un gros format sur 8 semaines qui se passe tous les étés. Et qu'on est aussi engagé dans l'eSport Nation Cup, maintenant qui a été annoncé. Et à la base aussi dans les eSport Olympic Games. Donc tout ce que je peux dire, c'est que les Saoudiens ont l'ambition d'être vraiment au centre du jeu pour l'e-sport. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la stratégie nationale. Donc dans leur stratégie nationale, ça a été, tous les ministres ont travaillé dessus, tout le monde a bossé là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central. Le gaming et l'e-sport. Enfin, si vous suivez l'actualité, on ne peut pas passer à côté hein, quand même. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a l'enthousiasme qui est arrivé avec
les Jeux Olympiques de l'e-sport, parce que c'est quelque chose dont tout le monde rêve. Même si on dit toujours qui a besoin de l'autre, on ne sait pas bien. Hein, est-ce que c'est le mouvement olympique qui a besoin de l'e-sport, ou est-ce que c'est l'e-sport qui a besoin du mouvement olympique? Je pense qu'il y a 10 ans, la question elle aurait été vite répondue. Maintenant, je pense que c'est plus eux qui ont besoin de nous que l'inverse. Mais bon, c'est quelques années que c'est comme ça. Donc évidemment, en disant on va faire un partenariat, et donc il y a eu un partenariat de 12 ans qui a été annoncé en 2024 pendant les JO de Paris pour effectivement lancer le truc. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et le pourquoi, je ne peux pas dire grand-chose parce que je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je pense qu'il y a quand même deux visions assez différentes. D'un côté, une vision donc côté saoudien qui est plutôt de dire on est vraiment du côté, enfin, on va vraiment faire tout pour que la communauté, les joueurs et les éditeurs qui sont comme les ayants droit dans notre univers soient impliqués autour de la table et contents. Donc on va faire quelque chose qui satisfasse la communauté. Quand tu regardez l'eSport World Cup, c'est extrêmement sérieux. Je veux dire, vous avez les meilleures équipes du monde, vous avez les tournois qui sont sérieux, c'est pas de la poudre aux yeux, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est fait dans les règles de l'art. Et ça, c'est très important. Enfin, je veux dire, moi, les premiers événements qu'on a fait là-bas, on a toujours dit il faut que ça soit authentique pour la communauté, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Côté CIO, ils doivent aussi être authentiques, mais avec une autre communauté. Et eux, ils ont des valeurs depuis 120 ans, 100 ans, je sais pas, Pierre de Coubertin, etc. Bon, voilà. Donc, évidemment, ça crée des débats sur des choses. Certains jeux, par exemple, vidéo, seraient moins bien que d'autres. Donc, nous, quand on baigne dans le jeu vidéo et l'e-sport depuis des années, entendre dire que, voilà, un jeu comme Just Dance, où il y a un effort physique et où c'est pas violent, c'est très bien. Un jeu comme Valorant, par exemple, où on se shoot dessus, c'est pas bien. C'est un peu difficile à entendre. Donc ça crée après des troubles. Et l'autre chose, c'est aussi arriver à faire un format qui mette ensemble des fédérations sportives qui, elles, sont les maîtres du jeu. Et c'est le cas, pareil, pour Just Dance, enfin, pour Singapour. Et de l'autre côté, un autre univers qui est le nôtre, qui fonctionne complètement différemment avec des ayants droit, qui ont quand même un certain pouvoir. C'est assez compliqué. Voilà, donc je pense que pour moi, c'est la raison. Et au final, chacun va aller de son côté. Donc je ne sais pas ce que va se passer de l'autre côté. Je pense que le CIO va continuer, parce que ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Et c'est tant mieux, et c'est bien. Voilà. J'ai parlé beaucoup, j'ai peut-être fait toute la conférence. Je m'arrête là. Merci David. Et toi Dina, donc tu as participé en 2023 à Singapour sur Just Dance. Quelle a été ton expérience avec le mouvement olympique et même durant cet événement, qu'en as-tu pensé ? Je t'avoue que moi, ça fait des années que je connais Nicolas et qu'on se parlait depuis toutes ces années. Il était là à mes débuts et on parlait qu'un jour, voilà, le CIO s'y mettra. Moi, j'étais là, j'y croyais plus. Et puis j'ai vu l'annonce au mois de février 2023 que Just Dance faisait partie des jeux qui allaient arriver. Et je t'avoue que après ça, j'attendais. J'ai vu un mail qui m'invitait en mois d'avril et la compétition était déjà au mois de juin. Donc moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'était le timing d'annonce, la façon dont moi j'ai été invitée, d'autres joueurs ont été qualifiés. Il y avait quand même des disparités, mais j'étais tellement contente de voir que le CIO s'impliquait parce que, certes, l'e-sport maintenant a beaucoup moins besoin du CIO, je suis assez d'accord avec toi, mais moi je vois dans les yeux des gens à qui je parle que j'ai fait les Olympic eSport Series, que j'ai remporté pour la France. Il y a quelque chose qui se passe où ils sont fiers. Ils n'y étaient pas, ils ne savaient même pas que ça existait à 5 minutes, mais ils sont quand même fiers qu'une Française ait gagné, qu'une femme ait gagné aussi, et que voilà, ça leur fait quand même plaisir. Donc, on peut critiquer aussi beaucoup le CIO d'avoir mis autant de temps, mais ils ont quand même essayé une initiative et ça représente quelque chose pour d'autres gens que moi, tu vois, parce que j'ai été invitée à représenter la France. Donc voilà, moi j'y suis allée en essayant de tout donner parce que j'ai fait ma première compétition e-sport il y a maintenant 11 ans sur une scène de la Paris Games Week. C'était à l'époque l'e-sport World Cup, Electronic World Cup. C'était dans l'autre hall, t'étais peut-être là, ouais, t'étais là.
Tu avais remis le trophée pour Call of Duty. Et ben voilà, et ben voilà. Et donc moi, ça a vraiment changé ma vie. Donc le fait d'être invité pour une compétition brandée avec les anneaux olympiques, je suis arrivée à Singapour. Bon, on m'a mis très très bien, hôtel 5 étoiles, tu es là en mode ok, on se fiche pas de la tête des joueurs. Et quand tu vois la scène, que tu as les 5 anneaux géants, tu te dis quand même, l'e-sport est arrivé quelque part, tu vois. Enfin, ça fait vraiment quelque chose. Ça fait vraiment quelque chose d'avoir son trophée, parce que j'ai pas eu de médaille. On me demande toujours, mais t'as eu ta médaille? Non, j'ai eu un trophée. Mais c'est déjà pas mal, il est un peu en or. Et ça fait vraiment, vraiment, voilà, ça touche une corde que les gens connaissent, parce que le CIO, les Jeux Olympiques, tout le monde connaît, tout le monde regarde, même si on n'est pas forcément totalement assidu, mais on voit ce qui s'est passé en France l'année dernière. Donc tu vois qu'il peut y avoir un vrai engouement. Donc moi j'étais hyper fière de pouvoir y participer. J'attendais, j'avoue, les Olympic eSport Games. J'attendais de voir si Just Dance allait faire partie de la liste des jeux, parce que comme les Jeux Olympiques traditionnels, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est pas toujours les mêmes sports qui sont représentés tous les 4 ans. Donc c'était pas du tout sûr que Just Dance fasse partie des jeux qui allaient être présentés aux Olympic eSport Games. J'avais mes petites réserves concernant le pays organisateur, parce que Just Dance est une communauté hyper ouverte, bienveillante, LGBT friendly, et pour moi il faut que les joueurs puissent être confortables dans leur basket. Quand tu te déplaces pour une compétition, tu as déjà assez de pression, donc j'avoue j'avais mes quelques réserves. Maintenant je me dis, est-ce qu'ils vont tenir la date de 2027? On ne sait plus rien, on verra bien. Mais j'espère en tout cas que le CEO n'abandonnera pas l'idée de continuer dans l'e-sport, parce qu'il y a quand même un lien qui est assez cool. Et Dina, tu nous parlais des jeux. Comme tu l'as déjà mentionné, Nicolas, il y a différents types de jeux, mais notamment des simulations sportives. On peut penser à Swift, donc à Just Dance, à Gran Turismo pour l'automobile. Quelle est plus précisément la position du CIO sur les jeux qui sont éligibles au mouvement olympique? En gros, le CIO, il a décidé de distinguer 3 genres de jeux. C'est sa nomenclature. Le mouvement olympique a proposé sa propre typologie de jeux. D'un côté, ils ont ce qu'ils appellent les sports virtuels physiques, donc c'est-à-dire dans lesquels le corps du joueur est la manette. Donc, en l'occurrence, Just Dance est un très bon exemple. Tu as évoqué Zwift, qui peut être qui est une application qui permet d'être connecté sur un ergocycle, donc sur un home trainer, sur un vélo, où pourrait y avoir de l'aviron connecté. Donc là, c'est ce qu'eux appellent du sport virtuel physique, parce que le corps est la manette. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les sports virtuels non physiques. Donc là, c'est les jeux que nous, dans le champ du jeu vidéo, on appelle les simulations de sport. Donc en fait, pour le dire plus simplement, c'est les jeux vidéo à thématique sportive, mais qui se jouent avec des périphériques de contrôle. Donc c'est-à-dire que l'action motrice que l'on déploie sur les périphériques de contrôle est différente que celle qui est retranscrite par l'avatar à l'écran. Donc j'appuie sur un bouton, ça fait un tir sur un jeu de foot, ça fait un tir sur un jeu de basket. Donc ça va être des jeux comme FC 25 ou 26 ou 27 ou 28 en fonction de l'année pendant laquelle ça se passera. Des jeux comme NBA 2K, des jeux comme je sais pas, Madden NFL, PGA Tour et ainsi de suite. Donc ça, c'est les sports virtuels non physiques. Et puis enfin, il y a ce que le CIO appelle le competitive gaming, le jeu vidéo compétitif, donc qui est de l'e-sport. Et donc qui sont des jeux vidéo qui sont pratiqués dans l'e-sport, mais qui n'ont pas de lien, que ce soit physiquement ou dans la thématique, avec le sport. Et c'est là où potentiellement on va pouvoir retrouver des jeux vidéo comme Street Fighter, comme Rocket League, alors même s'il y a un lien avec le football là pour le coup, mais idéalement, je pense que tout le monde en rêve, quiconque est un peu dans l'e-sport, c'est League of Legends, quoi, ce dont tout le monde rêve. Et historiquement, dans la relation entre le mouvement olympique et l'industrie de l'e-sport, Thomas Barr, l'ancien président du CIO, avait émis une ligne rouge, comme il l'appelait, la Red Line, qui était les jeux de tir. Cependant, Olympic Virtual Series, la Fédération internationale de tir sportif, a pu s'appuyer sur Fortnite, qui est quand même un jeu de tir, mais dans un mode créateur où on tirait sur des cibles. Donc une version, j'ai envie de dire, détournée de Fortnite. Donc on voit que potentiellement, quand ça arrange le mouvement olympique, on peut quand même avoir ce genre de jeu-là.
La nouvelle présidente du CIO n'a pas en tout cas pris de position. Alors elle est plutôt dans la même lignée que Thomas Barr. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui était proche de Thomas Barr. Donc on peut imaginer qu'elle a plus ou moins les mêmes positions. Mais en tout cas elle ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Donc on ne sait pas exactement si cette ligne rouge elle a évolué, si elle a changé. Est-ce qu'on pourrait voir du Valorant dans des Olympic Esports Games ? Je ne saurais pas dire comme ça. À l'époque de Thomas Barr, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. On n'a pas de position officielle. Mais voilà les 3 genres de jeux qui ont été évoqués, quoi. Et avant l'annonce d'aujourd'hui, ce qui se disait en interne, c'est qu'il y avait, je crois de mémoire, 24 tournois qui avaient candidaté. Et donc, il y aurait potentiellement une vingtaine de tournois avec 50% de sport virtuel physique et non physique et 50% de competitive gaming / e-sport. Donc 10 tournois sport virtuel, physique et non physique, et 10 tournois sur de l'e-sport. C'était ce qui se disait. Aujourd'hui, rien n'est certain, mais voilà où on en était. Mais tu ne penses pas que ça serait quand même antinomique d'exclure des FPS, donc des First Person Shooting, qui sont des jeux majeurs dans l'e-sport, et en même temps de vouloir faire des JO de l'e-sport? Alors mon avis il est clair, hein, c'est que oui, c'est carrément nier l'ADN même de l'e-sport et l'histoire de l'e-sport. C'est-à-dire que l'e-sport est né dans la fin des années 90 sur des jeux de tir, notamment aux États-Unis. C'est la souris qui a permis l'émergence des jeux de tir comme Doom, les Doom-like, qui ont donné ensuite Quake, Unreal Tournament, et puis aujourd'hui, dans les jeux les plus populaires, si on parle de popularité des jeux e-sportifs sur le nombre de joueurs, les audiences sur les grandes compétitions internationales et ainsi de suite, dans le top 10 des jeux les plus populaires de l'e-sport, il y en a 5, 6 voire 7 parfois qui sont des jeux de tir. Counter-Strike, Valorant, Overwatch, Call of Duty, Warzone, PUBG Mobile, PUBG, enfin le jeu de tir, c'est l'ADN et l'histoire de l'e-sport. Donc oui, faire des Jeux Olympiques de l'e-sport sans jeu de tir me paraît étonnant, surprenant, voire aberrant, mais c'est pas moi qui décide. Voilà. Et en parlant de popularité, Dina, tu as eu l'impression qu'il y a eu un impact de la présence de Just Dance aux Olympic Esports Week en 2023 et aussi de ta victoire? Un impact sur qui? un impact en matière de popularité du jeu d'un point de vue e-sportif. Je pense que l'impact a été présent, mais quand même assez restreint, parce que les Olympic Esports Series ont été suivis évidemment par la communauté de Just Dance, mais ne nous mentons pas, Monsieur Lambda n'en a pas entendu parler. Voilà, ils suivent les Jeux Olympiques traditionnels, mais ils n'ont pas suivi ces Olympic Esports Series. Donc je sais que Ubisoft, le développeur, était ravi, parce que c'est vrai que ça a été une belle compétition, en tout cas d'un point de vue lointain, quand on s'attarde pas trop sur les problèmes techniques qui ont eu lieu sur scène. Et puis voilà, une Française a gagné, je pense que ça a ravi aussi. Moi j'ai reçu un petit message de Yves Guillemot, il m'a dit qu'il était très fier. Donc il y a eu un petit impact en popularité. Je pense que pour la licence, on est quand même une licence qui est assez niche, on va pas se mentir, même si tout le monde connaît Just Dance, l'e-sport dans Just Dance, voilà, moi les compétitions, il y a des années où j'ai eu 0 compétition, il s'est rien passé, tu vois. Donc ça apporte un petit crédit, c'est sûr. Maintenant, est-ce que Just Dance c'est le jeu auquel on va penser quand on va parler d'e-sport? Non, mais il y a quand même encore des compétitions qui sont prévues. Moi, j'en ai une qui est prévue justement dans 2 mois. J'ai été invitée alors, je crois que ça s'appelle les Games of Future by Phygital Esports, et ça se passe à Abu Dhabi. Donc, on retourne pas très loin finalement de l'Arabie Saoudite, et ils ont choisi de faire figurer Just Dance dans la liste des jeux. Donc, je pense que par exemple, peut-être que cette compétition à Abu Dhabi n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas fait les Olympic Esports Series. Donc, ça a quand même ramené de la crédibilité. On sait qu'on peut faire une compétition qui a une bonne tête, qui envoie du lourd. Just Dance, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que ça reste impressionnant à voir sur scène. Ça envoie, c'est visuel. Donc voilà, plutôt positif quand même si ça n'a pas changé la licence non plus. Ah, c'est super quand même. Et Just Dance, donc comme le nom l'indique, c'est de la danse. Est-ce que tu as des liens avec la fédération de danse? Est-ce qu'il y a des liens plus globalement entre le sport et les fédérations de sport traditionnelles?
ça reste quand même assez timide. On avait 2 représentants de la fédération de danse qui étaient là à Singapour, qui sont venus me voir, qui se sont présentés, etc. Qui m'ont dit qu'il faudrait qu'on échange en retournant en France. Pour l'instant, malheureusement, je ne les ai pas revus. Je sais qu'il y a une nouvelle directrice de la fédération de danse que j'espère rencontrer prochainement. Mais c'est vrai que ça reste assez timide, les liens avec la fédération. J'en ai pas entendu parler depuis Singapour, pour être honnête. Mais j'espère de toute façon. Je pense que si on veut continuer avec le CIO n'abandonnera pas le lien avec les fédérations. En tout cas sur les jeux comme Just Dance, je pense. Donc voilà. Et merci beaucoup, Dina. Et David et Nicolas, est-ce que les fédérations veulent se rapprocher de l'e-sport pour les sports, ou enfin pour les jeux où il y a un lien avec le sport qui est objet de la fédération? Alors dans ce que disait Dina justement, parce que j'ai la chance de la voir à Singapour. Il m'a vu partout. Pour sa victoire, exactement partout. Et puis alors il y a très longtemps pour ta première victoire et pour le voilà. Mais ce que disait Dina par rapport à l'attrait des anneaux olympiques. C'est vrai que ça jette, et c'est vrai qu'à Singapour, c'était c'était sympa comme événement, et l'hôtel était sympa effectivement. Exactement. Mais c'était voilà, et il y a quand même cette excitation, il y a quand même ce fait de se dire bah voilà, pour n'importe quelle communauté ou pour des disciplines, être reconnu au niveau olympique, c'est important. Et avant de répondre directement à la question, je pense qu'il y a une question qui se pose aussi, qui est de savoir est-ce que c'est l'effet drapeau aussi d'avoir des équipes nationales ou de représenter son pays. Ce qu'on verra avec la Nation Cup d'ailleurs, parce que moi j'y crois beaucoup. Et le format d'autrefois qu'on avait ici à la Paris Game Week avec le SWC marchait très bien aussi. Enfin, il y a eu d'autres exemples avec les Cyber Games, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans le passé. Mais partout où je vois des exemples de tournois où des équipes sont quasiment des équipes nationales, il y a un engouement. Et donc je pense qu'un événement qui regroupe plusieurs nations avec multi-jeux, etc., je pense que ça a du potentiel. Et donc pour répondre à la question, oui, je pense, normalement c'est la logique. Alors on ne va pas parler une fois à la place du CIO, mais ce qu'ils ont commencé avec la vision 2020+5 et l'approche de digitalisation, le besoin pour les fédérations sportives aussi de créer un lien avec la jeunesse, de trouver aussi des nouvelles formes d'exercice pour le sport. Je pense que ça va continuer, donc de façon multifacette. Et moi j'espère aussi qu'il y aura effectivement les Olympic eSport Games. Je pense que ça pourrait même être l'année prochaine. Je ne sais rien, parce que c'est peut-être pas 2027. Alors ça c'est mon pari. Je ne dirais pas la ville. Non mais voilà, c'est possible que ça se passe et ça serait bien. Et ça sera un format aussi effectivement plus traditionnel, à mon avis dans ce cas-là, avec les fédérations sportives. Et c'est la logique même que les fédérations travaillent avec des éditeurs. Alors ils l'ont toujours fait. FIFA travaille avec Epic pour Rocket League, pour citer que ça. Typiquement, il y a beaucoup de fédérations qui travaillent avec la fédération de basketball travaille avec NBA 2K, donc c'était présent aussi à Singapour. Ça, je pense que ça va continuer. Et voilà, la question c'est est-ce qu'il y aura des disciplines d'e-sport traditionnelles qui seront aussi dans le programme. Alors je sais pas si ce sera 10, 6 ou je dirais peut-être 6. Voilà, dans ce programme-là, et lesquels, et pourquoi pas, enfin je veux dire c'est bien aussi. Ça dépend après de la façon dont le CIO va travailler avec les éditeurs. Donc ça c'est la clé logique pour ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'était pour moi. Mais c'est intéressant d'avoir cette multiplication des formats parce que je pense que les formats avec des équipes nationales c'est bien. Enfin, pour l'instant on a surtout des clubs professionnels ou des représentants quand c'est des tournois single player individuels. Avec des représentants qui représentent aussi leur pays, donc, comme tu le fais Dina, ça c'est bien. Le fait que le CIO continue aussi à avoir les Jeux Olympiques, c'est bien. Je voudrais préciser qu'il y aura quand même des Jeux Olympiques de l'e-sport qui auront lieu l'année prochaine au Japon, avec les Asian Games, donc s'il y en a qui ne suivent pas. Parce que vous savez qu'il y a aussi des Jeux régionaux. Et donc le Olympic Council of Asia, OCA, qui est qui organise les Jeux
asiatiques, ce qui va jusqu'au Moyen-Orient, hein, ça va assez loin, puisque ça va assez loin. Ils seront faits au Japon l'année prochaine. La dernière édition en Chine incluait déjà des disciplines e-sport. Donc là, on est dans un modèle qui est complètement différent des Olympic e-sport Games. C'est que tu as à l'intérieur d'un événement olympique traditionnel, comme on l'a eu l'an dernier à Paris, des disciplines e-sport qui sont inclus à l'intérieur du format. Et là, on va passer à la vitesse supérieure parce qu'il y en aura 11. Donc les organisateurs japonais, le comité d'organisation japonais, en accord avec le comité olympique asiatique, a décidé de mettre 11 disciplines e-sport. Et là, ils n'ont pas peur des FPS, hein, puisqu'ils les mettent dans les Jeux olympiques d'Asie qui vont se passer au Japon. Ce qui crée aussi d'autres choses, puisqu'ils sont obligés de créer des fédérations, voilà, donc c'est un autre sujet. Voilà. Mais donc pour dire que en fait, le monde est assez multiple et qu'en fonction des géographies, les questions ne sont pas les mêmes. Et notamment les Asiatiques, pour eux, ils considèrent que voilà, si on va, et c'est vrai que si on va en Indonésie, je termine là-dessus, quand on voit le taux, d'abord la jeunesse du pays, ils sont 150 millions en Indonésie, hein, c'est 2 fois la France, mais le nombre de gens qui jouent, et le nombre de gens qui regardent, et le nombre de gens qui s'intéressent aux compétitions d'e-sport, c'est juste massif. Et on a les 2/3 de la population qui regardent les tournois de Mobile Legends Bang Bang, par exemple, qu'on organise là-bas. Et c'est un sport national. Donc voilà, j'ai parlé aussi tout à l'heure de la Mongolie. Quand on a une finale avec l'équipe Mongolzie, qui est quasiment l'équipe nationale de Mongolie, qui est un club en fait, mais en finale d'un tournoi Counter-Strike, à 2h du matin, à Ulaanbaatar, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans les fan zones avec les grands écrans et qui regardent et qui célèbrent la victoire. Parce qu'il faut se poser la question, quand est-ce que la Mongolie arrive en finale de quelque chose? Non mais voilà. Et donc dans l'e-sport c'est possible. Parce que tous ces pays qui sont très jeunes avec des joueurs, avec des équipes qui arrivent finalement se hisser au sommet, sont en capacité. Et donc là je pense qu'il y a un engouement, il y a quelque chose qui va se passer, à mon avis, qui nous dépasse un petit peu et que le CEO avait bien senti aussi. Et je pense, c'est pour ça que j'espère qu'ils vont continuer dans la logique des Olympic e-sport Games. J'espère aussi en faisant plus de place au traditionnel e-sport, comme ils disent, plutôt que des trucs un peu bizarres. Enfin, on va pas trop rentrer dedans. Voilà. Ça inclut pas Just Dance, puisque c'est un vrai jeu avec une communauté existante. Voilà, mais quand c'est un truc avec un casque de réalité virtuelle qui a été développé la semaine d'avant et il n'y a pas de communauté, c'est normal que personne regarde. Voilà. C'est un peu le conseil qu'on leur a toujours donné. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder les images sur Internet des Mongols dehors pour regarder la finale de The Mongols sur Counter-Strike. C'est très très impressionnant, surtout en pleine nuit. Et d'ailleurs, l'e-sport, on parle d'équipe, on parle de club et on parle surtout d'hommes, mais est-ce que on parle aussi de femmes qui parfois gagnent des tournois olympiques, mais est-ce que les JO, l'avènement de JO de l'e-sport peut permettre une meilleure mixité dans l'e-sport? Parce que de base l'e-sport est mixte, mais est-ce que voilà, le mouvement olympique peut créer une meilleure mixité au sein de l'e-sport? Et c'est une question pour tous les trois là. Je veux bien commencer parce que ce qui est intéressant dans ta phrase, et tu as totalement raison, c'est que parfois, une femme arrive à se qualifier pour les phases finales, à potentiellement gagner un tournoi, mais on reste vraiment dans le parfois. Tu vois, donc tu as très bien choisi ton mot, hein, c'est finalement, parce que ça reste difficile mentalement surtout. Il y a une première barrière qui est énorme au niveau e-sport pour la place des femmes dans le jeu vidéo. Et ce que je trouve moi super intéressant dans l'e-sport, c'est que Just Dance l'a prouvé, mais c'est le cas pour tous les autres jeux. C'est que dans le règlement, contrairement au sport traditionnel, on a les mêmes possibilités de pouvoir performer en tant que femme ou en tant qu'homme. Pourquoi est-ce que dans les faits, on n'arrive pas à avoir une égalité des deux sexes dans le nombre de participants qui essayent, qui se qualifient et dans les phases? Il faut rappeler que même sur Just Dance, que ça n'aide pas toujours tout le monde, on a fait 5 Coupes du Monde, on a eu 5 gagnants masculins. Voilà.
Et ça surprend toujours, et moi-même ça me surprend, mais je le savais parce que dans les qualifiés, il y avait peut-être 16, 20 qualifiés, il y avait le maximum qu'on a eu, je crois que c'est 3 femmes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc moi je dis toujours que j'ai un rôle de représentation à jouer, dans le sens où rien que le fait que j'existe peut-être peut pousser des filles à se dire bon bah voilà, si elle existe, c'est qu'elle a commencé quelque part, c'est que moi je devrais me lancer. J'essaye d'insister là-dessus à chaque fois, mais clairement ce pouvoir de l'e-sport, de pouvoir dire bah tu peux le faire, il y a rien physiquement qui t'en empêche. Il y a des barrières mentales, certes, mais j'espère qu'un jour on réussira à les briser. J'espère qu'on éduquera assez les joueurs pour accepter totalement qu'une femme a autant sa place qu'un homme dans un jeu vidéo en tant que joueuse. Et ça va prendre encore des années et on est loin d'être arrivé au bout du compte, mais au moins on a cette ouverture que c'est possible. Voilà. Pour répondre aussi à ta question, c'est que c'est une vraie volonté de la part, en tout cas c'était une volonté affichée de la part du CIO lors de la 142 IOC Session qui s'est tenue donc régulièrement. Le CIO tient des assemblées générales avec tous ses membres et donc présente les avancées sur différents points, que ce soit la question de triche, d'IA et ainsi de suite. Et donc c'est généralement les quelques rares fois où dans l'année on a des informations sur ce qui se passe autour des Olympic eSports Games, ou en tout cas des liens entre l'e-sport et le mouvement olympique. Et donc sur la dernière présentation qui avait été faite au moment de l'annonce des Olympic eSports Games, parmi les axes de développement, c'était clairement de favoriser la pratique des femmes dans le monde de l'e-sport, et c'était de mettre en place des dispositifs qui favorisent en tout cas la participation des femmes. C'est un choix très politique, hein. Je veux dire, on peut favoriser la participation des femmes, mais il faut s'en donner les moyens. David pourra en parler avec ce qu'ils font sur le WC, l'eSports World Cup, avec des tournois qui sont dédiés aux femmes, dans lesquels, en tout cas, ça permet de leur offrir la possibilité de participer. Et elles peuvent en plus participer aux autres tournois. Ça veut dire que ça multiplie les possibilités. Donc, j'imagine que dans les réflexions qui sont menées actuellement au sein du mouvement olympique, notamment en plus que la personne qui est en charge de l'e-sport au sein du mouvement olympique est une femme qui a travaillé avec à la fois Riot Games et Ubisoft, donc qui connaît très bien ces problématiques-là. Je pense que c'est clairement un des objectifs. Maintenant, il faut le mettre en place. Ça va pas se faire naturellement en claquant des doigts, quoi. Il faut vraiment mettre en place des dispositifs qui favorisent la pratique des femmes, quoi. Voilà. Je sens qu'il faut aller un peu plus vite. J'ai vu des regards, des échanges de regards, donc je coupe. Peut-être juste parce que ce que dit Dina est vraiment... Enfin, voilà, par exemple, Just Dance, c'est typique. Enfin, moi, je sais que j'ai ma fille qui a passé des heures et des heures et des heures et des heures à Just Dance. Quand on regarde qui jouait à l'époque sur la Wii à Just Dance, c'était quand même extrêmement féminin, quoi. Et c'est vrai que en finale à Singapour, c'était un Brésilien et un Américain avec toi. C'était un Américain avec moi. Américain. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, quand on arrive dans l'e-sport en général, alors qu'en théorie, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune raison. Dans la plupart des disciplines e-sport, il n'y a aucune raison pour laquelle il y aurait une différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, on arrive, même dans les jeux qui sont joués majoritairement par des femmes, à se retrouver avec, au niveau compétitif, avec une majorité d'hommes. Donc il y a effectivement une barrière, il y a effectivement quelque chose qu'on doit absolument changer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que le mouvement olympique peut amener. Alors ils ont mis du temps eux aussi, hein. Enfin eux ils ont mis un siècle, hein, pour arriver à la parité, puisque c'était à Paris l'an dernier, donc c'est ça. Donc nous j'espère qu'on ne va pas mettre un siècle, mais la question est en fait aussi à quelle vitesse on va. Donc pour moi c'est typiquement ce que ce type d'événement peut amener, c'est un accélérateur en forçant un peu les choses, et c'est pour ça que tu l'as signalé. Aujourd'hui une des seules façons qu'on a, c'est de faire des tournois féminins. Voilà, si on fait parce que c'est un peu comme dans le football, malheureusement. Voilà, quand il y a la Coupe du Monde féminine, les gens disent ah mais finalement aussi ça marche, et puis et on arrive à lancer des équipes parce qu'il faut créer un écosystème. Il faut qu'il y ait aussi c'est très compliqué à résoudre, hein, mais qu'il faut que les équipes puissent investir dans des équipes féminines. Donc il faut un circuit, il faut des tournois. Et je pense que typiquement, c'est quelque chose effectivement que les Jeux Olympiques, mais d'autres tournois aussi, hein, c'est la responsabilité aujourd'hui, je dirais, de n'importe quel organisateur. On doit amener à la parité en forçant les choses avec des tournois féminins. Pour moi, c'est la seule solution.
Est-ce que je peux compléter? Pour moi, il faut aussi éduquer. Aussi, vraiment, parce que ça part de là en fait, ça part des joueurs du quotidien. Si les joueuses se disent j'ai envie de jouer dans mon coin mais pas forcément de jouer avec les autres, c'est parce que les commentaires sont partout et que les commentaires sont toujours plus durs envers les femmes, et ça il n'y aura aucun moyen de le changer sauf à la base du problème, c'est-à-dire qu'en grandissant, il faut que les parents qui maintenant ont grandi avec les jeux vidéo, j'ai quand même bon espoir, déjà il y a une meilleure vision du gaming et une vision moins négative, moins fermée, et du coup puissent éduquer leurs enfants pour ne pas laisser passer une seule remarque dès le début. Et j'ai espoir qu'avec les générations grandissant, ça puisse aider en plus des dispositifs qui sont mis par les organisateurs. Merci beaucoup.